Rappelons rapidement hein, la façon dont la question écologique a pris de plus en plus d'importance. Je partirai de 1972, puisqu'en 1972, c'est à ce moment-là que paraît ce qu'on appelle le rapport Meadows, qui est un rapport commandité par le Club de Rome, qui est une sorte de club, de cercle international de dirigeants, de technocrates et de grands patrons, qui commandent ça à des universitaires du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, et Meadows, c'est le nom des époux Meadows qui dirigent le groupe qui fait le rapport. Ce rapport intitulé, traduit en français par Halte à la croissance, en anglais c'était Limits to Growth, la limite de la croissance, faisait, comme ça sera beaucoup après, construisait un modèle à partir d'un certain nombre de variables qui étaient la production industrielle, la production agricole, les pollutions, le niveau des ressources et la démographie, et montrait que si on continuait sans rien changer, c'est-à-dire continuer le même niveau de production industrielle agricole, que la démographie augmentait, que les pollutions augmentaient, que les ressources diminuaient, eh bien on allait à un effondrement. Mais en même temps, ce rapport posait qu'il ne fallait pas poursuivre. Hein, c'est de là que viendra l'idée qu'il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. Et donc, à ce moment-là, on parlait de crise. Hein, avec dans l'idée de crise, une crise, c'est quelque chose qui est très fort, mais qui peut s'arrêter, on peut revenir à la normale. Et puis, dans les années 80, les choses se globalisent, deviennent considérées plus graves. Et c'est en 1988 que le GIEC, hein, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, donc qui réunit des experts scientifiques du monde entier, qui doivent faire l'état de la question sur ce qu'on commence à appeler le changement climatique, hein, avec ce que ça implique non seulement d'élévation de température, mais de modification du régime du climat. Et puis, en 1986, c'est le congrès de Washington, on se met à parler de biodiversité, et au moment où on en découvre ce qu'on va petit à petit appeler la sixième extinction, et donc, en conséquence de tout ça, de cette montée des menaces, hein, en 2000, deux scientifiques, dont le plus connu est Paul Crutzen, dans un article publié en 2000 puis repris en 2001 dans Nature, proposent que, étant donné l'importance des impacts des actions humaines sur la Terre et leur importance, leur capacité à modifier l'ensemble des cycles biogéochimiques, on considère qu'il y a une nouvelle ère géologique, que l'ère dans lequel, pour l'ère d'histoire de la Terre, donc, que l'ère qui s'appelait l'Holocène et qui durait depuis entre 12 et 13 000 années et qui avait été marquée par un climat modéré et assez constant, pendant lequel s'était développé, pendant cette ère que s'était développée l'agriculture et que les civilisations humaines s'étaient développées, eh bien qu'on avait fini, cette ère était terminée, et qu'on entrait dans ce qu'il proposait d'appeler Anthropocène, hein, du nom Anthropos, homme, l'ère de l'humanité, alors pas l'ère du triomphe de l'humanité, mais l'ère des transformations profondes introduites par l'humanité. Donc, si vous voulez, on sortait de l'idée qu'on était dans une période de crise, donc d'une aggravation des rapports entre, pour aller vite, les humains et la nature, mais dont on pouvait penser que ça allait se restabiliser, pour admettre qu'on était passé à une nouvelle ère, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de changements qui étaient irréversibles, qu'on n'allait pas revenir en arrière. Et on admettait en même temps que, alors qu'une crise, il peut y avoir plein de sortes de crises, hein, il peut y avoir des crises économiques, des crises financières, des crises industrielles, des crises écologiques, eh bien non, l'Anthropocène, c'était l'ensemble de la condition de l'humanité. Et
disons que passer, si vous voulez, de la crise écologique à l'Anthropocène, même si on continue, moi je continue à parler de crise écologique, mais dans un autre sens, c'était considérer aussi que les politiques pour faire face, pour vivre dans cette situation avaient changé. Alors c'est comme ça qu'on est passé du développement durable, bon je vous dis l'expression est toujours employée, qui avait été précisée dans un rapport, le rapport Brundtland, dans un rapport de l'UNESCO en 1987, et surtout qui avait été un des thèmes principaux de la première conférence de la Terre en 1992. Disons, pour aller très vite, que le développement durable, c'était dans l'idée du développement, qui était déjà l'idée d'introduire du social dans l'économie, qui rajoutait des contraintes environnementales. Donc, on se disait que pour que ça puisse durer, il y avait toujours un peu l'idée du rapport Meadows derrière, qu'on n'aille pas à une détérioration grave de la situation. Il fallait tenir compte de contraintes nouvelles. Mais avec la montée des menaces et des périls, on commence à penser que le développement durable, si on entend par là, pour aller vite, pour polluer plus longtemps, essayons de polluer moins, il fallait quelque chose d'un peu plus radical. Et c'est là qu'on se met à parler de transition. Au sein du développement durable, on va introduire l'idée de transition écologique. Alors rapidement, qu'est-ce que ça veut dire transition? Premièrement, c'est un terme un peu faible. Dans le vocabulaire social, on est habitué à parler de révolution, mais le terme de révolution, c'est singulièrement démonétarisé. On parle de révolution pour n'importe quoi, donc on ne parle plus de révolution. Et pourquoi on parle de transition? Pour dire l'importance du changement. C'est pour ça qu'on hésite parfois entre transition énergétique et transition écologique, mais l'idée avec la transition écologique, c'est que il ne suffit pas justement de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Il faut un changement beaucoup plus complet de mode de vie et peut-être des formes, et peut-être, disons, des modes dominants du capitalisme. Et donc, on insiste sur le côté global en parlant de transition. Ajoutons à ça, pour être plus précis, que le terme de transition, là où le terme de révolution appartient au vocabulaire du changement social, le terme de transition est emprunté à la théorie des systèmes, qui est une théorie générale, qui est une théorie technique, qui est une théorie d'ingénieur d'une certaine façon, et où le terme de transition désigne un processus au cours duquel un système passe d'un régime d'équilibre à un autre régime d'équilibre. Donc, l'accent, là aussi, dans ce terme, porte bien sur la globalité du changement attendu. Et la question est, l'importance de la transition, c'est l'importance de contrôler le chemin qui fait passer d'un état à l'autre. Donc, transition, ce n'est pas un changement brusque, c'est des changements qui prennent un certain temps, mais c'est un changement global. Et si je reprends l'origine du terme dont je vous dis, il vient de théories qui ne sont pas des théories politiques, qui sont des théories scientifiques et techniques, de théorie des systèmes, on parlera de transition, par exemple, pour passer d'un système d'équilibre dynamique à un système d'équilibre, un autre système d'équilibre, quand un avion décolle ou atterrit. Il y a une phase de transition. Vous savez comme moi que les moments les plus dangereux pour le vol d'un avion, le moment où le crash peut arriver, c'est soit au décollage, soit à l'atterrissage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger quand on est tout en haut, mais c'est les phases critiques, c'est justement ces moments de transition de phase où on passe d'une phase d'équilibre, rouler sur le sol, à une autre, se trouver dans l'air ou l'inverse. Autrement dit, dans le terme de transition, tel qu'il est emprunté à la théorie des systèmes, il y a la possibilité d'un crash. Disons que c'est là que les théories collapsologues vont tendre à passer de la possibilité du crash, c'est un moment difficile
où on peut cracher à on est en train de cracher.